vous expliquer plus en détail par la suite. Alors oui, recording in progress. Donc, quelques mots d'introduction sur la communauté. Donc, en fait, Nathalie, la communauté, Ah, pardon, oui. en Excuse-moi. introduction, voilà. En introduction, donc nous sommes une communauté d'intervenants, de consultants qui avons tous une expérience dans les domaines liés au changement climatique, à la RSE, à la trajectoire carbone et à l'accompagnement des entreprises ou des organisations dans leur transformation ou dans leur stratégie. Donc aujourd'hui, on est réunis pour déployer cette méthode, la méthode LANCE, qui est une méthode d'adaptation de l'entreprise aux enjeux et aux transformations liées au changement climatique. Et donc, on se réunit en fait de par nos expériences différentes et complémentaires. Et c'est cette richesse d'expérience qui nous permet d'avancer aujourd'hui sur ce déploiement de cette méthode innovante. Donc voilà pour l'introduction de la communauté. Vous verrez plus d'éléments sur la page de la communauté sur le site web. Quelques précisions sur le vocabulaire qui va être utilisé dans ce webinaire. Donc en fait, le vocabulaire que nous utilisons est issu du rapport du GIEC, des experts du GIEC. Donc on va parler évidemment de changement climatique, dont vous êtes tous, j'imagine, bien au courant puisque vous vous êtes inscrits à ce webinaire. Nous allons parler aussi d'adaptation à ce changement climatique et d'adaptation incrémentale et transformationnelle. Donc, toutes ces notions vont être explicitées. On s'est juste permis de traduire par rapport au vocabulaire du GIEC le mot système par entreprise et le mot fondamental attributes par stratégie. Voilà, pour la lisibilité de notre propos. Donc ensuite, on va vous expliciter en fait ce graphique qui est en fait notre support, qui va être notre support d'échange et de discussion par la suite. Et donc, dans ce graphique, en fait, on va positionner les entreprises, les vôtres ou celles que vous connaissez, sur deux axes. Un axe qui va signifier les besoins d'atténuation de l'entreprise ou de l'organisation, l'axe vertical, et un axe horizontal qui va plutôt positionner les entreprises par rapport à leurs besoins d'adaptation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par besoin d'atténuation ? Là, cela concerne donc les entreprises qui ont besoin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou bien de renforcer les puits de gaz à effet de serre. Elles peuvent avoir des besoins plus ou moins forts. Et sur l'axe horizontal, en fait, on va parler d'adaptation. Donc là, il s'agit en fait d'ajuster l'activité de l'entreprise par rapport au climat présent et climat dans le futur, puisqu'on va voir qu'on va se projeter sur des scénarios à horizon 10, 20 ou 30 ans. Et en fait, il va y avoir deux types d'adaptation. L'adaptation incrémentale qui concerne les entreprises qui peuvent maintenir leur stratégie, et l'adaptation transformationnelle qui va un cran plus loin, puisque pour celle-ci, il va falloir changer la stratégie d'entreprise pour qu'elle puisse perdurer par rapport au changement climatique dans lequel elle évolue. Ensuite, quand on parle aussi d'adaptation transformationnelle, il y a un type d'adaptation qui va, je dirais, un cran plus loin, qui concerne en fait les entreprises dont l'activité est clairement menacée, on va dire, par rapport à l'environnement et au changement climatique. Et donc, pour ces entreprises dont l'activité n'est plus compatible, c'est-à-dire une partie de son activité ou la totalité de son activité, notamment du fait de ses infrastructures, il va falloir qu'elles s'adaptent plus fortement. Et donc, dans ce cas-là, on va parler de redirection écologique. Donc, pour ces entreprises ou organisations qui doivent vraiment construire quelque chose de complètement différent et donc repartir de la feuille blanche pour leur stratégie. Donc ça, c'est un type d'adaptation qu'on va appeler redirection écologique qui va un cran plus loin sur l'adaptation par rapport à la stratégie. Alors à présent, on va passer à la partie interactive de notre webinaire. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir échanger par le chat avec vous sur vos situations d'entreprise ou d'organisation. Et pour ce faire, on va utiliser l'outil Mural que vous connaissez probablement. Et donc, je vais passer la parole à Pierre-Louis qui va vous expliquer nos règles du jeu et voilà, comment ça va se passer pour cette interaction. Merci Nathalie.
Donc, l'objectif, hein, ça va être effectivement d'utiliser le graphe pour positionner les entreprises. Donc, le but, ce n'est pas l'extrême précision du positionnement. De toute façon, on n'a même pas d'échelle, hein, sur le graphe, mais c'est plus de dégager les grandes lignes de ce que devrait être la réflexion et les besoins d'évolution de l'entreprise en suivant la terminologie qu'on vient d'expliquer. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, on va utiliser 3 exemples qu'on a construits avant le webinaire pour expliquer un petit peu comment ça va, montrer comment ça va marcher. Et puis après, donc, vous aurez la possibilité de nous donner des exemples dans le chat. Et à ce moment-là, on utilisera ces exemples pour essayer de les placer également sur sur le graphe, pardon, et alimenter la discussion. Donc ça, c'est dans la limite du temps imparti, donc de l'heure qu'on a, sachant qu'on aura encore une petite partie encore explicative à la fin. Et si vous souhaitez effectivement approfondir ou continuer la discussion, ben, vous pourrez nous contacter après le webinaire. Alors, pour commencer donc la discussion, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Donc, l'idée, c'est de se projeter à l'horizon 2050 en se posant la question, quels sont les besoins d'adaptation de mon entreprise à cette époque-là, dans ce monde-là. Donc, pour essayer de détourer un petit peu ce qu'est le monde en 2050, on a utilisé donc, un scénario qui a été fait par l'ADEME, un scénario qui est un petit peu médian, donc, qui est synthétisé ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour expliquer donc, où on se place et quel est le cadre de la réflexion. Donc, on est dans un monde, si on suit les scénarios du GIEC, où on est aux alentours de 2 degrés d'augmentation de température au niveau mondial. Ça fait plus en France, hein, puisqu'aujourd'hui, la température augmente plus vite en France que dans le monde, donc peut-être 3 degrés en France, avec donc une implosion de tout ce qui est énergie carbonée, hein, qui à cet horizon-là n'existe quasiment plus. Et puis, un certain nombre de choses qui ont évolué donc, dans la façon dont on consomme, donc une baisse du consumérisme de la société, qui est plus sobre. Et ça s'accompagne en conséquence d'une baisse des transports pour des raisons de contraintes énergétiques et puis aussi de besoin de circulation de marchandises. Et donc, en parallèle, d'un accroissement de tout ce qui est fait au niveau local, donc un retour un petit peu au microcosme. Et puis, avec des évolutions significatives dans les secteurs industriels, avec notamment, je mentionne explicitement le bâtiment, où il y a des efforts qui ont été faits de manière très significative au niveau de l'isolation du logement, par exemple. Voilà. Et avec ça, je vais prendre la main et on va aller sur le mural. C'est bon, tout le monde voit, c'est assez gros. Oui, c'est très bien. Impeccable. Bon, on peut commencer. Alors, Fakrou, c'est toi qui me donne le premier exemple. Oui, bonjour tout le monde. Oui, en fait, l'exemple que j'ai là, qui nous a été soumis dans le passé, c'est un producteur de laine de verre et il offre ses produits d'isolation pour les habitants en B2B. Voilà l'entreprise qui est concernée. D'accord, merci Fakrou. Donc, laine de verre, isolation, donc on est sur une activité qui contribue à la transition climatique. Ben oui, parce qu'effectivement, effectivement, il y a les 4 scénarios de l'ADEME qui nous montrent quel est le monde vivable que l'on veut d'ici 2050 et la fin du siècle. Et c'est vrai que le scénario S2 de l'ADEME, les leviers qui sont préconisés à cet horizon-là concernent effectivement la rénovation et la construction de ces bâtiments. Et c'est en hausse parce que quand on regarde le scénario S2, les laines minérales, on parle de 1 536 000 tonnes dans du neuf et de 4 millions dans la rénovation. Donc, je veux dire que les enjeux sont quand même assez colossaux, ce qui nous attend. Donc, oui, c'est en hausse. D'accord. Donc, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas un fort besoin de transformation. Sur la partie atténuation, est-ce qu'il y a des efforts significatifs à faire sur la techno-isolation laine de verre ou est-ce que c'est quelque chose qui est mature et plus tellement optimisable?
Disons, c'est assez complexe. Enfin, je veux dire, c'est pas noir ou blanc en fait. Hein. Disons qu'on sait que ces fours à gaz, ils sont extrêmement, je vais dire, énergivores pour faire justement cette laine de verre. Hein. Donc oui, ça participe à la décarbonation, à l'isolation thermique et en rapport qualité-coût. Enfin, je veux dire, oui, c'est très performant. Après, effectivement, il y a toujours cet enjeu écologique. Voilà, comment on peut biosourcer ça plus tard pour qu'il y ait moins d'impact sur la santé. Hein. Mais bon, oui, ça participe forcément dans la décarbonation. D'accord. Merci Fakrou. Donc, je vais tenter de positionner sur la carte. Alors, sachant qu'on a dit qu'il n'y a pas tellement besoin de transformer l'activité parce qu'elle est déjà extrêmement porteuse aujourd'hui et ça va continuer, et que par contre, il se peut qu'elle soit soumise à pression sur les émissions de CO2 liées à la fabrication, voire même concurrencée par d'autres mais ce que tu dis, technologies. non, c'est important ce que tu as dit. C'est-à-dire la taxe carbone, on est déjà à 44 et quelques des poussières en euros, et d'ici 2030, on passe à 100 euros la taxe carbone. Donc oui, en termes de stratégie, l'activité va exister parce que les besoins de rénovation, on parle de plus de 750 000 logements. La raison d'être n'a pas, sa finalité va rester. On aura toujours besoin d'isoler, de performer. Voilà, oui. D'accord. Donc, je prends mon petit post-it et je propose de le placer ici, donc avec un besoin d'atténuation quand même encore significatif, parce qu'il y a sûrement des gains à faire encore, et un besoin de transformation uniquement incrémentale, puisque Oui. l'activité par elle-même est viable et Oui, heureusement. Merci Fakrou. Merci. On passe au deuxième exemple, Dorothea. Oui, bonjour. Dorothea, je suis propriétaire d'un gîte en montagne et nous sommes spécialisés aujourd'hui dans l'accueil des skieurs et avec des partenariats locaux avec dans le domaine du matériel du ski, etc. D'accord. Donc déjà, au niveau évolution climatique, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des impacts sur ton activité? Bah, évidemment, pour rebondir ce que disait Nathalie en introduction, nous, on est tout à fait conscient du changement climatique. Je dirais même, on est en première ligne parce qu'on constate déjà aujourd'hui je dirais une réduction de la durée d'enneigement de plusieurs semaines et une clientèle dans ce domaine qui se fait de plus en plus rare. Et aussi l'arrivée d'un nouveau profil de touristes, moins attachés au ski. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a un besoin, je dirais, d'adaptation de l'infrastructure gîte à ce nouveau mode de consommation et cette évolution climatique? L'infrastructure, oui, dans un certain sens, parce qu'aujourd'hui, tous nos équipements sont vraiment tournés vers le ski, alors que ces touristes-là, ils vont diminuer et on va vraiment changer nos équipements et s'adresser à une nouvelle clientèle, peut-être plus une clientèle qui souhaite tout simplement profiter de la nature, pourquoi pas du cyclotourisme. Enfin, vraiment, on réfléchit à changer nos équipements et aussi à changer nos partenariats, plus orientés vers une clientèle d'écotouristes. D'accord. Donc, besoin d'adaptation, de transformation, puisqu'au fait, la ressource qui vous permet aujourd'hui de développer l'activité, elle va disparaître ou au moins se réduire. Donc, il y a besoin d'aller vers autre chose, avec éventuellement même des impacts sur tout ce que vous avez mis en place déjà pour répondre aux besoins ski. Donc, je déplace le post-it dans la partie transformationnelle, avec peut-être aussi des besoins d'atténuation, Dorothea, mais pas très fort a priori.
Et puis une question aussi sur la partie infrastructure, même si c'est des petites infrastructures, peut-être je dirige un peu ça vers la partie redirection, parce qu'effectivement se posera la question de qu'est-ce qu'on fait de ces infrastructures qui étaient dédiées au ski. Oui, oui, pas forcément celles de mon gîte, mais celles qui entourent le gîte. En fait, toutes les infrastructures liées au tourisme de ski. Et en effet, on réfléchit avec nos partenaires à comment faire évoluer tout ça. Oui, oui, je suis assez d'accord. Merci Dorothea. On va passer au troisième exemple, donc, avec Anne-Lise. Oui, bonjour à toutes et tous. En troisième exemple, on peut citer le cas d'une PME du secteur de la métallurgie qui est basée en région parisienne, qui travaille en B2B, donc avec un bureau d'études qui conçoit des équipements mobiliers, avec une chaîne aussi toute une chaîne de sous-traitance qui fabrique, qui fait de l'emboutissage, du cintrage, du cintrage, etc., principalement en Chine. Tous ces produits vont ensuite équiper les hôpitaux, les écoles, etc., ce type de structure. Et la question de l'avenir de l'entreprise elle-même et de l'activité est clairement posée. D'accord. Est-ce que, donc avec le fait que la fabrication soit faite à l'étranger, il y a des risques pour toi? Je pense notamment à, par exemple, tout ce qui est taxe carbone au niveau de l'Union européenne. Oui, il y a un certain nombre de contraintes là qui sont arrivées. On pense aux taxes carbone aux frontières de l'Europe qui a été votée et qui sera appliquée à partir de 2032, donc qui vient imposer une très forte contrainte sur le modèle économique de cette PME. Il y a aussi la hausse des coûts des produits semi-finis, donc les feuilles d'alu, les tôles d'acier, etc. Tout ça fait aussi monter très fortement les coûts de revient. Et c'est des critères qu'on ne peut pas absolument pas maîtriser, en fait, qui sont plutôt venus de l'extérieur et qu'on subit. Donc oui, ça fait un impact très fort. Et est-ce que tu as déjà on va dire, des tendances visibles dans le business aujourd'hui sur l'utilisation, la consommation du mobilier? Oui, alors comme c'est une activité qui est menée en B2B, il y a une tendance plutôt à la baisse. Notamment dans le cadre et avec les effets, les conséquences de la crise Covid. Donc, dans le cadre de la crise Covid, il y a eu un arrêt pratiquement total de l'activité dû au fait que les flux de transport, l'acheminement, etc. ont été totalement interrompus. Depuis et de manière plus globale, on voit que les clients habituels renouvellent moins souvent leurs commandes, qui se tournent vers d'autres marchés. Qui se tournent aussi vers d'autres produits qui ne sont pas faits forcément en acier, en alu, en tout cas pas dans les matériaux et les savoir-faire que cette entreprise-là maîtrise. Il y a aussi la question des nouveaux critères qui sont imposés pour répondre aux appels des marchés publics. Maintenant, il y a des critères de réparabilité et de durabilité des produits, et donc qui sont de lieux de transformation aussi des produits et qui sont des nouvelles contraintes pour cette activité-là. D'accord. Et au niveau infrastructure, est-ce que, comme il n'y a pas de fabrication in situ, est-ce que tu peux avoir des impacts importants sur l'infrastructure utilisée? Oui, en fait, même si il y a la fabrication en elle-même est sous-traitée en Chine, il y a quand même une partie qui est faite en France. Notamment, il y a une ligne d'assemblage et de montage. Et ça, effectivement, si on avait à changer la stratégie de l'entreprise, on se demande bien quelle serait l'utilité de toute cette infrastructure-là. On se demande un peu voilà, ce qu'il adviendrait aussi du stock, de toutes les pièces détachées, etc., qui sont déjà là, en fait, sur place. En termes d'infrastructure, on peut aussi penser à des choses, par exemple au contrat d'engagement avec les transporteurs routiers. C'est quelque chose duquel peut-être il faudra que l'entreprise se désengage. Donc, il y a un certain nombre d'infrastructures dont il faudrait penser justement l'avenir, quoi, ce qu'on va en faire à l'avenir, dans la mesure où le cœur d'activité là de l'entreprise est touché. La stratégie qui a été appliquée jusque-là, elle ne tient plus, et donc le modèle d'affaires ne tient plus non plus. D'accord. Donc, je positionnerai bien ton entreprise ici, c'est-à-dire un très très fort besoin de transformation, voire de redirection pour les choses qui ne sont absolument pas conservables. Sachant que sur la partie atténuation, je dirais
attendu que le business est complètement remis en cause, on n'est pas vraiment à se poser des questions sur l'atténuation, c'est vraiment d'abord la redirection, la transformation. Voilà pour nos 3 exemples. Merci. Et on peut passer aux exemples dans le chat, s'il y en a. Oui, Pierre-Louis, il y a 2 exemples. Et le premier exemple, c'est celui de Dimitri Carbonel. Je l'invite à enclencher sa vidéo et à aussi activer le son de telle façon. Bon. Donc, le message, mais je vous laisse vous présenter et vous décrire un petit peu votre activité. Donc, vous annoncez ça comme étant une entreprise qui fait de la pub dans les villes. Oui, alors, très rapidement, effectivement, j'ai fondé Livosphère, je suis aussi shifter, donc au Shift Project, donc, et bon, j'ai écrit aussi un bouquin sur l'adaptation au changement climatique. C'est une des entreprises pour lesquelles je suis intervenu, c'était Claire Chanel, mais ça concerne aussi des gens qui ont fait de co, qui, une grosse partie, évidemment, leur chiffre d'affaires provient principalement de la pub qui est faite donc, dans les communes. Et qui, grâce à cette pub, finance donc un certain nombre d'aménagements urbains. Donc évidemment, ça pose plusieurs questions parce qu'évidemment la pub, ça va pas vraiment dans le sens d'une réduction des émissions de CO2, plutôt le contraire. Donc il y a quand même une pression forte auprès de ces business. Mais après, potentiellement, moi, c'est un des points que j'ai vu avec eux. Il y a peut-être aussi une opportunité parce qu'ils ont un métier en termes d'aménagement urbain. Et il y a des besoins, par exemple, ça peut être des îlots de fraîcheur ou d'autres activités qui permettent peut-être de végétalisation ou d'autres choses sur lesquelles ils pourraient aller, sur lesquelles ils ne vont pas. Il y a juste aussi un petit point qui est problématique, c'est que beaucoup de collectivités, alors évidemment c'est plutôt des grandes collectivités, utilisent l'argent qui est fourni donc par ces entreprises-là, justement pour aménager, je dirais pas à titre gratuit, mais ça peut être parfois ça peut être à titre gratuit, donc du mobilier urbain, donc du fait qu'il y ait moins de pubs, ça finance moins l'aménagement urbain. Donc, parfois, il y a un peu cette contradiction à gérer aussi pour les collectivités. D'accord, merci. Alors, déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, on va dire, de nature un petit peu réglementaire ou un risque de contrainte, plus généralement d'acceptabilité de la publicité dans une société en 2050 ? Oui, et c'est évident. Enfin, à 2 titres. Bon, bien, il y a évidemment tout ce qui concerne les panneaux digitaux. Ça, c'est un premier titre, puisque évidemment, ça a un impact là-dessus. Donc, effectivement, il risque d'avoir une très faible acceptation par rapport à ça. Et une deuxième chose, c'est, indépendamment de ça, c'est des pubs. Alors, tout dépend évidemment du type de pub, mais par exemple, c'est des pubs qui vont pousser des SUV, ça va être sans doute un petit peu compliqué en 2050. D'ici là, il y aura peut-être pas mal de choses qui vont changer. Après, je pense qu'en revanche, ça peut être aussi un levier pour mettre en avant peut-être des solutions qui ont un impact environnemental qui est plus faible. Mais le problème, c'est toujours le problème de ces entreprises, c'est que est-ce qu'elles vont trouver est-ce que ces entreprises qui ont ce type de solution ont-elles suffisamment d'argent par rapport à celles qui, au contraire, poussent des solutions qui sont plus carbonées, quoi. Donc, mais à mon avis, oui, il va y avoir des pressions réglementaires, ça c'est clair. Et sociétales aussi, d'ailleurs. Ça commence déjà. Elles existent déjà, ces pressions. Okay. Alors moi, je positionnerais bien votre exemple ici parce que je comprends qu'il y a un besoin d'atténuation très fort, effectivement, vis-à-vis de tout ce qui est panneaux digitaux. Et puis, si on va plus loin, ça peut être aussi, on peut être aussi peut-être un contributeur sur l'infrastructure avec du photovoltaïque ou d'autres transformations. Donc, gros besoin d'atténuation et en même temps, gros besoin de transformation également parce que, effectivement, à cause de l'acceptabilité que vous décrivez. Très bien, merci. Pierre-Louis, je vais inviter maintenant Amandine Audret qui nous a soumis un exemple à intervenir.
Donc, de la même façon, Ouais, vous m'entendez? on vous Très entend bien. bien, oui. Super. L'exemple, eh ben, c'est notre cas en fait. Nous sommes un groupement de transporteurs européens. Donc, on transporte de la marchandise essentiellement par la route, quoi. On fait aussi du transport par d'autres voies. Rail-route, ça commence à se mettre en place. Mais c'est vrai qu'on a nos adhérents en fait se posent beaucoup de questions, hein, forcément, sur la façon dont on va devoir trouver d'autres solutions en fait, parce que on l'a vu dans la présentation juste avant, la slide sur la projection pour 2050. Oui, il y aura peut-être moins de transport de marchandises, mais il y en aura toujours. Oui. Ça, c'est inévitable. Donc, comment on devra le faire, comment on pourra le faire? Il y a déjà une petite pression réglementaire qui se met en place. Il y a beaucoup de questionnements, voilà, sur comment on va plutôt finalement rediriger nos activités. Quel choix est-ce qu'il faudra qu'on fasse? Choix technique, mais aussi dans la relation avec les donneurs d'ordre, nos clients. Comment on leur fait comprendre que non, la livraison tous les jours, c'est peut-être pas indiqué, qu'il n'y a peut-être pas besoin. Enfin, nous, on se pose beaucoup de questions sur comment on fait passer le message aussi à nos clients, qui eux-mêmes ont des clients. Je pense à toute la distribution, enfin voilà, ces entreprises-là, où finalement, nous, on se sent un petit peu coincés parce qu'on aimerait aménager nos transports pour que ce soit encore plus respectueux. Et eux se trouvent coincés, enfin, ils ont le sentiment d'être coincés avec les exigences clients du toujours plus vite, 24 heures, etc. Voilà la situation rapidement chez nous. D'accord, merci. Est-ce que, donc, enfin, ce que je comprends en filigrane, c'est qu'au fait, pour vous, la raison d'être ou la finalité, la raison d'être ou la finalité de l'entreprise vont devoir évoluer. Ouais, complètement. D'ailleurs, on va faire un travail sur notre raison d'être là parce qu'on a besoin de repositionner tout ça. Pour nous, ça semble évident. Demain, comment est-ce qu'on va l'organiser? Comment est-ce qu'il faut qu'on s'y prenne en fait voilà, les différentes étapes. Alors, il se passe des choses hein, dans le monde du transport. On a par exemple le B100 maintenant qui est devenu critère 1. Il y a l'hydrogène qui pointe le bout de son nez gentiment. Il y a pas mal de réflexions, mais c'est toujours des choix un peu compliqués aussi à mettre en place. Ouais. D'accord. Eh ben, je vous proposerais bien d'aller mettre le transport pas très loin de l'infrastructure publicitaire, donc avec des besoins d'atténuation très forts et des besoins de transformation très significatifs également. Et puis, il y a avec cette espèce de tension qu'il y a entre les demandes actuelles des consommateurs et je dirais, la direction dans laquelle vous voulez aller, en fait. Ouais, on a le sentiment d'être un peu pris entre ce qu'on aimerait faire. On sait que voilà, on a très envie, il faut qu'on le fasse, et les demandes de nos clients qui ne sont pas alignées, mais en même temps, nos clients aimeraient bien aussi communiquer. C'est un peu surprenant pour l'instant, en fait. Voilà. Et je ne vous ai pas posé la question, j'aurais dû, sur la partie infrastructure. Est-ce que vous pensez que c'est un gros enjeu pour vous Alors, qui va être touché? Oui, ça l'est aussi parce qu'en fait, tous nos adhérents, tous les adhérents de notre groupement font aussi de la logistique. Donc forcément, ils ont des entrepôts logistiques. Ils sont soumis au décret tertiaire là, qui arrive. Mais au-delà de ça, bien évidemment, il y a d'autres risques climatiques qui potentiellement pourraient les impacter. D'accord. Donc, je vais vous pousser un petit peu. Oups, pardon. Je vais vous pousser un petit peu vers la redirection dans ce cas. Et j'arrive pas. Ah, excusez-moi, je tâtonne avec. Bon, j'y arrive pas, mais vous avez l'idée. Je voudrais déplacer le post-it vers la droite. Désolé, deux mains gauches aujourd'hui. Louis, pendant que tu recherches, Vas-y, ouais. je peux peut-être annoncer effectivement, et pendant que vous pouvez aussi continuer à nous soumettre votre cas par l'intermédiaire du chat, mais je vais mettre en avant aussi un autre cas. Et certaines personnes vont sans doute se reconnaître dans ce que je vais dire.
mais voilà, je suis une société sous-traitant de l'industrie automobile ou active dans le secteur automobile, et je suis notamment dans tout ce qui est les moteurs thermiques. Et tenant compte de l'exigence ou de la décision européenne de supprimer la vente de tous les moteurs thermiques d'ici 2035, mais comment est-ce que moi je peux positionner mon site d'exploitation dans ce contexte-là? Alors, excuse-moi Michel, est-ce que tu peux me refaire un rapide résumé parce que j'étais toujours sur mon problème de post-it et je n'ai pas réussi à faire deux choses à la fois. Oui, non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis une société active dans le secteur automobile et en particulier les moteurs thermiques. Et donc, tenant compte de l'exigence européenne de supprimer la commercialisation de moteurs thermiques d'ici 2035, enfin en 2035, comment est-ce que moi, je peux déjà positionner mon site d'exploitation à l'heure actuelle? D'accord. Donc, disposition légale très contraignante, puisque c'est même l'arrêt de l'activité. En train d'essayer de voir si j'ai des questions pertinentes pour essayer de positionner un peu mieux. Ressources qui va devenir… Bon, sans aller dans les questions, moi j'aurais très envie d'aller se mettre directement dans la redirection, puisqu'au fait, la raison d'être de ton exemple va changer. Si ça te va. Oui, moi, ça me convient. Alors, donc, ça veut dire concrètement repenser ce que pourrait être l'activité, réaffecter les outils de production, les moyens humains vers d'autres choses qui seront plus porteuses, qui ont un avenir dans un monde bas carbone. D'accord. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps de mettre en avant un nouvel exemple. Voilà, je suis producteur de fruits ici en Europe. Voilà, je suis très actif dans tout ce qui est la gestion de l'eau, la gestion des intrants. Donc, comment est-ce que je peux me positionner à l'heure actuelle? Donc, production de fruits, on a vu là très brièvement dans le scénario de l'ADEME au fait que l'alimentation devient plus orientée vers tout ce qui est produits végétaux, moins carnés, et aussi qu'on passe dans un monde qui est plus local. Donc, la production de fruits vis-à-vis de ces deux éléments, c'est positif. Après, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les évolutions climatiques, donc plus de chaleur, peut-être potentiellement moins d'eau ou des précipitations moins favorables à l'agriculture, est-ce que ça peut impacter ton entreprise? Michel, tu es en mute. On ne t'entend pas, Michel. Excuse-moi. Effectivement, la question de la disponibilité et de la gestion de l'eau est un problème crucial pour moi. Et puis surtout, quand vous partez, vous me voyez, vous dites quand même au revoir. Il y a des personnes qui n'ont pas coupé leur micro. Oui, ce serait bien de couper les micros. S'il vous plaît. Donc, production de fruits, besoin d'adaptation à cause effectivement du contexte climatique qui va plus contraindre la production. Par contre, besoin probablement beaucoup plus faible de transformation, puisque là, on est sur un business qui
qui vu de l'horizon 2050 est pérenne. Donc, je mettrai volontiers cet exemple dans cette zone. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres exemples ou est-ce qu'on passe à la suite? Non, il n'y a pas d'autres exemples, Pierre-Louis, dans le chat. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut peut-être intervenir en direct. Si pas, je propose effectivement qu'on passe à la suite. Il faut que tu arrêtes le partage, Pierre-Louis. Et donc, on va continuer avec un résumé. Alain ? Alors, en synthèse, voilà. Ce classement disons, de ces entreprises, de leur modèle de business dans ces 3 catégories, redirection écologique, adaptation et atténuation. Donc, atténuation, ce sont des entreprises dont la transformation peut être incrémentale uniquement. Donc, des entreprises dont l'activité existera encore dans un monde post-carbone d'ici 20 à 30 ans. Pour faire le distinguo entre des entreprises qui ont besoin d'adaptation ou de redirection écologique, on s'appuie sur un certain nombre de critères. Donc pour des entreprises pour lesquelles une adaptation serait suffisante, ce sont des entreprises pour lesquelles la raison d'être de l'entreprise, sa finalité, doivent néanmoins changer. Son activité, les approvisionnements, donc ses fournisseurs, ses clients sont déjà impactés par le dérèglement climatique. Cette activité peut également être touchée par l'évolution des habitudes de consommation. Enfin, les besoins liés à cette activité seront en baisse en termes de volume, que ce soit pour des raisons éventuellement dans l'adaptation de passage à l'économie de la fonctionnalité, ou bien à cause de la sobriété qui va se développer donc, dans ce monde post-carbone, enfin dont on a besoin dans ce monde post-carbone compte tenu des limites planétaires. Si on n'y va pas de manière proactive, ce sont les limites planétaires qui nous imposeront d'y aller. Et enfin, donc voilà, les produits ou services de cette entreprise qui ne contribuent pas à cette plus grande sobriété nécessaire que j'évoquais il y a un instant. Pour des entreprises qui, elles, nécessitent véritablement une redirection écologique, donc tout simplement, ce sont des entreprises qui sont dépendantes de ressources qui vont devenir épuisées, qui vont être dépendantes de la biodiversité, on sait qu'elle est en train de s'écrouler, et enfin, impactées très fortement, très largement par les événements climatiques extrêmes. Ces entreprises-là peuvent également être contraintes par une disposition légale. On évoquait tout à l'heure la fin de la commercialisation des voitures à modèle thermique en 2035. Ce sont des entreprises également qui sont dont l'adaptation de l'activité va rendre des infrastructures obsolètes, voire inutiles, donc ce qui remet en cause, bien entendu, fondamentalement leur modèle de business. Des entreprises, enfin, qui n'ont plus de marge de progrès en termes d'optimisation ou d'efficacité, étant donné que cette adaptation à ce monde post-carbone nécessite de la sobriété ou de plus d'efficacité, donc d'optimisation, et puis également, bien entendu, l'atténuation des émissions. Enfin, ces entreprises-là qui doivent se rediriger écologiquement, ce sont également celles qui sont dépendantes d'une ressource
qui est ou qui va devenir rare, soit parce qu'il y a concurrence entre différents acteurs sur des ressources données. On parle par exemple de l'agriculture et la concurrence de l'agriculture à la fois pour nourrir les populations et également la concurrence avec les acteurs qui veulent des biocarburants, donc à base de végétaux, et donc d'une concurrence par rapport aux terres arables, ou bien des ressources épuisées. On peut parler de tous les métaux dont on a besoin à la fois pour le numérique, mais également pour ce qui est électrification des usages. Donc là, sur ce transparent, on a placé quelques secteurs. Voilà, c'est plus à titre d'exemple. Donc, les secteurs qui peuvent satisfaire de l'atténuation de leurs émissions de gaz à effet de serre, ce sont plutôt les acteurs du monde du service, la santé, service public notamment, santé, culture, les services de transport également, tout au moins ceux qui sont doux, entre guillemets, que ce soit le vélo, le ferroviaire. Au contraire, à l'autre extrémité du spectre de ce diagramme, des entreprises qui ont à la fois des besoins d'atténuation forts et des besoins d'adaptation transformationnelle. On va retrouver les industries lourdes, on va retrouver l'industrie manufacturière, notamment dans le domaine de l'automobile et de l'aéronautique. On va retrouver bien entendu les services de transport associés à ces deux types de moyens de transport, donc l'aérien, les voitures, et puis également la finance, l'immobilier, le fret dont on parlait tout à l'heure, voilà, qui vont nécessiter aussi des besoins d'adaptation forts, voire des réactions écologiques. Je vais maintenant passer la parole, je crois, à Nathalie, qui va conclure en nous parlant un peu plus de la méthode Lance et comment celle-ci peut permettre d'avancer sur l'adaptation transformationnelle. Oui, merci. Donc effectivement, en fait, la méthode Lance, qui est le contexte, on va dire, de cette présentation, c'est vraiment une méthode qui est centrée sur l'adaptation transformationnelle. Donc là, vous l'avez bien compris, c'est des adaptations qui touchent la stratégie de l'entreprise. Donc, la méthode Lance, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout une méthode de gestion de changement pour laquelle, en fait, on a regroupé deux sujets que sont la gestion de changement et le changement climatique. Il y a 5 étapes principales dans la méthode Lance. Donc, la méthode, en fait, c'est un guide comme ça, des descriptions de ces différentes activités, et puis on verra après un certain nombre d'outils. Donc, il y a 5 étapes. Et puis, tout en dessous, vous voyez une ligne un petit peu comme une vague qui indique qu'en fait, en plus de ces 5 étapes, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites un peu en tâche de fond et qui sont la compréhension du facteur humain, donc l'analyse du facteur humain, la compréhension des résistances au changement et du coup, comment est-ce qu'on fait pour revenir sur la résistance au changement et comment est-ce qu'on fait de la communication qui soit bien adaptée à la gestion du changement. C'est-à-dire, il y a de la communication interne qui est très importante, en plus, bien évidemment, de la communication externe à laquelle on pense plus facilement et qui concerne là la communication sur le fait qu'effectivement, l'entreprise est en train de changer pour mieux prendre en compte le changement climatique et qui devrait normalement lui apporter un certain nombre une certaine notoriété. Alors, il y a 5 étapes, mais je vais pas les détailler toutes. En fait, je voudrais vraiment passer un petit peu de temps sur celles qui concernent ce que l'on a vu avant. Et donc, ce que vous voyez, donc les étapes 1, 2, 3, 4, 5, ce que vous voyez déjà, c'est que la 3 concerne la stratégie, c'est-à-dire qu'on rebelote la stratégie, on la revoit. Mais cette étape de retravail sur la stratégie, elle est précédée d'une étape qui s'appelle l'étape d'ouverture et là qui va vraiment être la matière première pour avoir une stratégie qui soit vraiment transformative au sens du GIEC. Cette étape d'ouverture, en fait, pour ceux qui connaissent, elle est inspirée de la théorie U où on dit qu'avec la théorie U, on essaye de regarder au-delà des limites de son propre système ce qui se passe pour pouvoir éventuellement s'en inspirer.
Quand on prend une entreprise de transport, c'est très difficile en fait d'imaginer ce qui va se passer en 2050, mais ça n'est pas complètement systémique, on va dire, de réfléchir à uniquement le domaine du transport. C'est-à-dire que quand on pense au domaine du transport, à la mobilité, en fait, on va réfléchir quels seront les besoins de déplacement dans l'avenir. Est-ce que c'est lié à l'urbanisme aussi. Est-ce qu'on essaiera finalement de rapprocher par exemple les transports journaliers plutôt liés au travail, de l'habitat simplement. Et justement, quand on parle de l'habitat, est-ce qu'on ne va pas imaginer des choses différentes pour l'habitat? Peut-être diminuer un petit peu peut-être regrouper un petit peu les personnes dans des endroits, faire de l'habitat partagé, mettre des choses en commun. En tous les cas, il y a énormément de choses à réfléchir quand on pense à 2050 qui vont au-delà de son propre secteur d'activité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment porté par cette étape d'ouverture. Donc, ça consiste en quoi, cette étape d'ouverture? Ça consiste à aller imaginer, à partir des tendances que l'on peut voir aujourd'hui, et peut-être aussi, par exemple, à partir des scénarios de l'ADEME ou autres, comment est-ce que pourrait être un avenir en 2030, en 2040, en 2050, et non seulement l'imaginer, mais essayer de le vivre autant que faire se peut. C'est-à-dire que si on a un petit peu de budget, par exemple, si on veut réfléchir à ce que c'est que, par exemple, des notions comme le minimalisme, qui pourrait être quelque chose qui influe le business de son entreprise, on va peut-être se déplacer, aller faire ce qu'on appelle un voyage apprenant ou une learning expedition pour aller voir des gens qui vivent le minimalisme. Ou si on veut s'inspirer de, je ne sais pas, de low-tech, on va peut-être aller participer à un événement low-tech, peut-être un séminaire ou quelque chose comme ça. Donc, et si on n'a pas beaucoup de budget, on va pouvoir regarder des podcasts, regarder des vidéos, etc. Donc, toute cette étape d'ouverture, toute la richesse, en fait, c'est d'imaginer quelles seront les ressources qui vont permettre finalement d'imaginer le 2050, en tous les cas le plus loin possible, pour que, quand on réfléchit à la stratégie, on soit inspiré par d'autres choses que ce qu'on a l'habitude de réfléchir habituellement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de particulièrement important par rapport à ces notions d'adaptation transformationnelle. Alors, ce qu'il faut voir aussi, parce que c'est quand même une méthode de gestion de changement qui traite notamment de la résistance au changement, c'est que cette étape d'ouverture, elle a un autre intérêt vraiment assez fondamental, c'est qu'elle va intégrer, elle va permettre que les gens intègrent beaucoup plus l'urgence à changer. C'est-à-dire que si dans cette étape d'ouverture, on met des choses qui permettent de mieux comprendre la problématique climat, en plus d'imaginer des choses un petit peu plus lointaines, on va peut-être faire basiquement une fresque du climat ou ce type de choses. Du coup, les personnes, peut-être des membres de comité de direction qui à l'origine n'étaient pas très pour cette démarche d'aller remettre en question beaucoup de choses, en fait, le fait d'avoir vécu cette étape d'ouverture, ça va leur permettre de faire cette bascule qu'on décrit souvent, qui est « ça y est, j'ai compris l'urgence de la situation ». Voilà. Après, donc c'est une méthode de gestion de changement pour ce qui est du mode projet, par exemple, et du transfert peut-être un petit chouille plus classique. Ce qui est un petit peu original aussi, c'est le point de vue de la première étape, qui est l'étape d'observation. En fait, en règle générale, surtout quand on fait des transformations dans le monde du climat, on commence par penser diagnostic. Voilà. Comment est-ce qu'on est en termes de bilan carbone, etc. dans la société. Ça peut être intéressant, mais ça peut être fondamentalement remis en question par la stratégie. C'est-à-dire que si on a une mesure à un moment donné et qu'on change le système que l'on a mesuré après, est-ce que la mesure d'origine était nécessaire ou pas? Donc voilà, et cette étape d'observation, finalement, elle est beaucoup plus orientée gestion de changement, c'est-à-dire bien comprendre l'activité, mais aussi bien comprendre la culture de l'entreprise, son aptitude au changement, pour pouvoir par la suite proposer un chemin de transformation à l'entreprise qui soit vraiment bien adapté à elle.
Parce que, en règle générale, les employés des entreprises n'aiment pas beaucoup changer. Mais là, il faut dire qu'on se trouve dans une situation où le changement est énorme. C'est-à-dire que non seulement, d'un point de vue individuel, les gens risquent d'avoir leurs tâches quotidiennes qui vont bouger. En plus de ça, l'entreprise elle-même risque d'avoir, avec ce chamboulement de stratégie, quand même des orientations très différentes. Et en plus, ça se situe dans un contexte qui est le contexte du changement climatique, qui est aussi perturbant. Donc, en fait, on a vraiment besoin de gestion de changement quand on traite de changement climatique. Voilà, je ne vais pas aller en détail plus, si ce n'est quand même des petites choses importantes. La méthode, ce n'est pas uniquement ce guide-là, c'est aussi un certain nombre de principes. Par exemple, plus de la facilitation que du consulting, plus de l'immersion que des rendez-vous qu'on prendrait avec les gens, des petits rendez-vous qu'on prendrait et puis qu'on noterait sur son cahier un certain nombre de choses. Non, c'est beaucoup plus de l'immersion, c'est-à-dire faire en sorte que la personne qui fait l'accompagnement de l'entreprise ait cette opportunité de bien comprendre la culture de l'entreprise en étant vraiment immergée. Après, il y a beaucoup de choses qui sont aussi importantes dans cette méthode, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin après, mais quand même, ce dernier point, c'est la notion de partie prenante. Alors, vous la connaissez parce que pour la plupart, vous savez ce que c'est que la RSE, mais en fait, cette notion de partie prenante a été augmentée de quelque chose que l'on appelle des parties prenantes symboliques. C'est-à-dire, ça va être un petit peu comme des porte-paroles d'autre chose que le climat. Par exemple, la biodiversité. Par exemple, les exclus du système. C'est-à-dire que, est-ce que dans notre stratégie, par exemple, on est en train de penser à quelque chose qui va exclure des gens, soit pour reprendre un vocabulaire RSE, socialement dans l'entreprise ou sociétalement à l'extérieur. Donc voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses. C'est une approche qui est très systémique finalement, hein, donc, et qui englobe énormément de choses et éventuellement aussi énormément d'outils. Alors justement, un tout petit mot sur ces notions d'outils. En fait, dans la méthode, il y a 183 outils. Alors, quelquefois, ça effraie les gens qui viennent dans la formation. Pourtant, ces outils sont très triés et le guide indique vraiment quels seraient les outils les plus pertinents à telle et telle étape. Donc, en gros, dans tous ces outils, il y a un quart qui sont des outils, on va dire, spécifiques au changement climatique, donc avec des outils que l'on connaît. Hein. Quand je dis changement climatique ou plus largement RSE, on va dire des outils qui ne sont pas liés à la gestion du changement. Et puis le reste, donc 3/4, qui sont plutôt des outils de gestion du changement, avec des outils de facteurs humains, de résistance au changement, quelques outils de psychologie, etc. Donc, je ne vous explique pas le code couleur, mais si vous voulez en savoir plus, il faudra nous contacter, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, en guise de conclusion, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que donc nous, on est une communauté et donc on travaille, on a tous nos activités individuelles et par ailleurs, on est en communauté pour déployer cette méthode parce qu'on y croit. Donc, nous sommes ici un certain nombre de personnes. Vous pouvez nous contacter donc, sur le lien qui est indiqué là, sur ecolance.fr. Ensuite, vous allez regarder sur méthode Lance et ensuite sur communauté. Et donc, du coup, vous avez tous les profils des gens que vous voyez ici et qui ont participé à l'élaboration de ce webinaire. Et puis aussi, ce webinaire, finalement, c'est le résultat d'une analyse qu'on a voulu faire avec ces fameux critères pour pouvoir mieux déterminer quel est le type de transformation dont une entreprise a besoin. Donc là, on a un travail qui est entamé avec Pierre-Louis et donc on continue de travailler dessus. Donc en fait, si vous êtes intéressé pour une transformation ou pour vous-même positionner une entreprise ou pour contribuer à cette analyse, vous êtes les bienvenus pour nous contacter. Voilà, donc je vous remercie. Il nous reste peut-être 2 petites minutes. Moi, ce que je vous proposerais bien, ce serait peut-être de mettre dans le chat vos retours sur ce webinaire pour voir voilà, ce que vous en avez pensé. Et puis, s'il y a une personne qui veut prendre la parole, on ne pourra pas en prendre beaucoup plus, pour donner un avis ou quoi, ben, vous êtes les bienvenus. Il nous reste 2 petites minutes.
Alors, oui, les slides seront disponibles. Oui, tout à fait. Vous aurez l'information. Merci Valérie. OK. OK. Donc voilà, donc vous pouvez, comme je disais, nous contacter. Il y a un certain nombre de ressources. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette méthode, elle est dans ce que l'on appelle un Creative Commons, c'est-à-dire un genre d'open source, on peut dire. C'est un Creative Commons CC by SA. Donc, tout à chacun peut utiliser cette méthode avec un certain nombre de règles, mais il n'y a pas de royalties. En gros, la méthode est tout ce que l'on produit. Voilà, donc je vous invite à nous contacter pour en savoir plus. Pardon, Dimitri Caronel, il y avait juste deux questions. La première question, effectivement, comme c'est un open source, comment dire, est-ce qu'il y a justement un lien qui permet d'accéder à cette formation? Puis après, c'est intéressant de se contacter. Puis deuxième point, potentiellement, donc peut-on devenir formateur Lance? Alors, il y a une formation que moi je donne pour la méthode Lance. Pour l'instant, personne ne donne la formation et ça pourrait être super intéressant que ça arrive un jour. Voilà. Et la première question pour l'open source, en fait, il y a des informations qui sont données sur mon site, mais le plus simple, c'est de contacter l'un d'entre nous. Ça peut être moi, ça peut être pour avoir le détail de ce que l'on partage, de ce que vous pouvez faire, vous, dans vos offres. Si vous êtes consultant, vous pouvez bien évidemment me contacter ou quelqu'un d'autre. OK. Donc, écoutez, il est l'heure. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et je vous souhaite aussi à bientôt. Et merci à toute la communauté pour l'animation de ce webinaire. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.